Bonjour à tous. Nous sommes lundi 6 avril, dernière semaine de cours avant les vacances. Allez, un petit tour sur Pronote, même si je sais que c'est pas très lisible. Donc, je vous ai mis tout le programme dans la case de lundi 6 avril. Et la même chose est recopiée, donc avec comme date de devoir le vendredi 10 avril. D'habitude, je vous mets toujours du lundi sur le lundi suivant, mais là, je trouvais que ça n'avait pas de sens avec les 15 jours de vacances. Donc, aujourd'hui, on parle de la poésie lyrique. Mardi et jeudi, on fera des cours de métrique. Donc la métrique, c'est tout ce qui concerne le vers, les poèmes et puis donc sans doute première analyse du poème, dès vendredi. Donc je vous rappelle que vous avez, une fiche de lecture à me rendre pour lundi 10 si possible, pardon, vendredi 10 avril si possible et puis pendant les vacances, vous lirez ce que je vous ai mis là. Vous pouvez vous contenter de lire des petits poèmes, de temps à autre et ça suffira bien. Alors, vous deviez avoir acheté pour le début de l'année, donc Dire l'amour, le recueil biblio-collège, de l'Antiquité à nos jours, Dire l'amour de l'Antiquité à nos jours. Donc je ne sais pas qui l'a acheté, qui ne l'a pas acheté déjà. Je ne vais pas vous renvoyer encore un sondage, pour savoir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos que j'ai intégrées soit au cours, soit dans le drive directement. Voilà, ça va peut-être pas être formidablement lisible, mais je ne pouvais pas non plus découper mon livre pour le scanner correctement. Donc voilà, on va faire comme ça, faute de mieux. Justement, un petit tour dans le drive aussi. Alors, vous allez voir que j'ai fait du rangement, forcément, puisqu'on a changé de séquence. Donc dans les leçons désormais, vous avez 3 répertoires, fantastique, réalisme, misérable. Donc misérable contient tout ce qu'on a fait et là, je vous ai déjà mis plein de choses. Alors, pas de panique, hein, on ne va pas, tout regarder d'un coup, mais c'était utile que vous ayez tout. Donc là, par contre, aujourd'hui, on va regarder les photos d'écran que je vous ai mis là. C'est comme si on feuilletait, le biblio-collège, d'accord? Et pour ce qui concerne, la le chapitre 1, on en parlera dès demain. Donc voilà, je vous l'ai mis déjà ici, mais c'est pas forcément la peine de le regarder. Pour ceux qui n'ont pas le recueil Dire l'amour, je vous ai fabriqué un petit recueil de poésie ici, donc tout le monde peut aller lire des poésies là-dedans. Ce ne sont pas les mêmes que celles qui sont dans le biblio-collège. Donc soit vous avez le biblio-collège et vous préférez lire sur du papier et je comprends bien franchement, donc profitez-en, vous avez le recueil et ceux qui ne l'ont pas, bah, vous pouvez toujours lire, des poésies là-dedans et pour les amoureux de la poésie et ben, ma foi, du coup, vous avez le choix, vous pouvez, lire dans les 2. Alors, on va donc regarder d'abord la première page, donc c'est celle-ci. Voilà. Retenir l'essentiel, on est page, 8. Je vais essayer de le grossir un peu. Voilà. Donc, alors, j'ai éclairci les pages, bon, c'est pas toujours extrêmement lisible, hein, je suis désolée. Donc on va vous expliquer ce que c'est que le lyrisme, puisque la poésie lyrique, c'est ça votre, programme, de la classe de quatrième. Donc on vous dit déjà alors je vais pas tout lire, hein, parce que ce serait totalement inutile. Vous avez aussi le livre et puis vous pourrez lire, ça plus tard. Donc je vais, expliquer un petit peu les points importants de ce que vous avez sous les yeux. Donc la poésie lyrique, on vous dit déjà, voyez que ça apparaît durant l'Antiquité grecque. Donc ce qu'on va voir, c'est justement que cette poésie lyrique, c'est d'où le titre du recueil de l'Antiquité à nos jours, elle se promène, sur des siècles, très variés et donc elle va prendre aussi un petit peu, des sens différents selon les siècles. Alors pour commencer déjà, on va vous parler d'autres poésies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que la poésie lyrique? Eh bien il existe aussi la poésie épique pardon, dans l'Antiquité, donc vous savez bien, ce sont les épopées, donc par exemple l'Iliade et l'Odyssée ou l'Énéide qui étaient écrits en vers. Il existe aussi de la poésie satirique, donc là c'est plutôt, type pamphlet et autres, c'est pour se moquer des défauts de quelqu'un en critiquant. Et la poésie didactique, c'est celle qui cherche à enseigner quelque chose, donc une morale par exemple, ainsi que la poésie engagée, ça c'est peut-être, un petit peu plus tard, donc pour défendre une cause. Hem, alors là, je vais juste, vous proposer de regarder parce que les formes, les registres, on va y revenir. Les thèmes, on va y revenir aussi, mais il faut que vous en soyez conscients pour pouvoir, comprendre à peu près tout de suite ce qui se passe. Donc, l'amour, la mort, la nature, le temps qui fuit, la nostalgie, le divin, voilà. Ça, ce sont des thèmes clés qu'on va retrouver dans la poésie lyrique et puis pour les auteurs, donc vous avez là un petit passage par tous les siècles. Ovide,
Donc en plus, on vous met la période à chaque fois, hein, donc c'est pourquoi ce recueil est vraiment bien fait, j'espère que vous l'avez. Donc l'Antiquité, Pétrarque, hein, pour l'humanisme, donc un petit peu plus tard. Charles d'Orléans, ça c'est, la fin du Moyen Âge. Joachim du Bellay, c'est la Renaissance. Victor Hugo, le 19e siècle. Charles Baudelaire aussi. Paul Éluard, un petit peu plus tard. Vous voyez que vous avez les courants littéraires, donc romantisme, symbolisme et surréalisme pour Éluard. Ah bah tiens, j'y pense. Pour nos questions à 2 centimes ou questions on se couchera moins bête, hein, questions à 2 centimes, oui, on peut se promener dans tous les cimetières, y compris celui du Père-Lachaise, qui est une espèce de cimetière-musée. C'est assez bizarre. Et donc, j'ai fait un petit lapsus quand la dernière fois j'ai parlé de personnages qui étaient enterrés. Alors non, justement, les personnages, ça n'existe pas, donc Jean Valjean n'y est pas enterré parce que c'est un personnage, mais les personnes physiques qui y sont enterrées, oui, il y en a beaucoup du monde, vraiment, de tous les mondes, hein, musique, poésie, vous avez vu. Et donc Paul Éluard, précisément, y est enterré. Je l'avais noté, dans ceux que j'irais visiter si je pouvais. J'irais visiter la tombe de Paul Éluard, j'irais visiter celle de Méliès. Méliès qui est l'inventeur, génial, du premier montage, vidéo, si on peut dire, des premiers trucages. Camille Pissarro, grand peintre impressionniste que j'aime beaucoup et j'irai voir Marcel Proust aussi. Alors donc je passe à la page d'après. Donc là, on est page 96. Donc la page qu'on vient de voir, elle est au tout début du recueil et ensuite tout ce qui est de l'ordre de, l'histoire littéraire, la littérature et cetera est à la toute fin du recueil. Donc à partir de là, on va passer sur des pages, donc 96 et suivantes. Alors, un petit zoom. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc, alors il faut suivre la flèche dans ce sens-là. Alors de l'Antiquité à nos jours. Antiquité, on a par exemple une poétesse grecque, Sappho, qu'on vous met, en avant, qui est très connue. Ensuite, 15e siècle, la poésie lyrique évolue dans le contenu, dans la forme, et on a donc un prince, Charles d'Orléans, qui vraiment se dégage, de tous ces poètes méconnus aujourd'hui et qui est lui très connu, qui est resté connu. 16e siècle, à la Renaissance, donc ce sont les poètes de la Pléiade qui forment un petit groupe, auquel ils ont donné ce nom, c'est le nom d'une constellation et vous avez en particulier, Ronsard et Du Bellay dedans que nous reverrons. Ensuite, hop, 17-18e siècle, voilà, on vous dit que les poètes classiques du 17 et du 18e, ils n'apportent pas vraiment de grosses innovations, mais ils vont continuer ce genre qu'on connaît bien. Au 19e, alors là, on a vraiment, beaucoup d'innovations. Donc le mouvement romantique se croise avec le mouvement lyrique, donc nous, on étudie le lyrisme et alors là, ces 2 mouvements vraiment rencontrent, une belle symbiose, ils s'enrichissent l'un l'autre, donc on va avoir beaucoup d'innovations. Et c'est un siècle très, très riche, c'est notre siècle de prédilection cette année, comme vous savez et donc ça va très bien avec le lyrisme. Et enfin, au XXe siècle, le lyrisme ne s'arrête pas au XIXe, donc on continue le lyrisme, en particulier dans le mouvement, surréaliste ici, qui cherche à déconstruire, on vous dit, les formes, classiques, traditionnelles. Voilà, alors après nous allons aller, alors pas à cette page, pas tout de suite. Hop, voilà. Donc à la fin du recueil, page 105, jusqu'à 108, vous avez, tout ce qu'on vient de dire en beaucoup plus détaillé et en beaucoup plus précis. Parce qu'il faut quand même bien que vous compreniez ce que c'est que le lyrisme avant qu'on ne l'étudie. Donc on a déjà ici une première page sur laquelle, je passerai volontiers, qui me paraît moins intéressante que les suivantes. Comme il y en a pas mal, je ne vais pas vous abreuver de trop de détails. On vous dit simplement, vous voyez, à retenir ici, la poésie lyrique exprime des sentiments personnels et universels à la première personne. Alors c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre dans un premier temps. On vous dit sentiments personnels et universels. Ah, en principe, c'est un peu contradictoire ces 2 termes. Donc ce sont des sentiments qu'on éprouve soi, personnels, à la première personne, ça veut dire que vous allez entendre le poète dire «je», un petit peu comme si c'était des poèmes, autobiographiques. Sauf que, ce que le poète va mettre en avant comme sentiment personnel, eh bien, c'est des sentiments qui peuvent être éprouvés par tout le monde. Donc, c'est là la dimension universelle. C'est-à-dire que le poète s'inscrit, comme un homme au milieu de tous les autres hommes et souhaite mettre par écrit ses sentiments et souhaite que le maximum d'hommes puissent se reconnaître dans ses sentiments. Donc le poète lyrique, il est vraiment généreux.
Il se dit: «Ah bah tiens, ce que j'exprime moi tellement bien parce que je suis doué, je suis un poète, eh bien d'autres vont le lire et d'autres vont se dire: "Ah oui, c'est complètement ce que je ressens"». Voilà, c'est ça la grande puissance du lyrisme, c'est d'arriver à parler à tout le monde. Alors, vous avez ici, une petite parenthèse très importante sur le mythe d'Orphée. Donc, la poésie lyrique, elle puise, son origine dans l'Antiquité grecque avec la lyre lyrique, la lyre d'Orphée justement. Donc vous avez ici un petit rappel, voilà, poète musicien inspiré, il obtint grâce à la beauté de son chant la permission des dieux de descendre aux enfers pour ramener dans le monde des vivants sa femme Eurydice. Donc pour ceux qui connaissent bien ce mythe grec, il est beaucoup plus long que ce que vous avez là comme encart. Sa femme, Eurydice, se fait piquer par un serpent, elle meurt juste après leurs noces, ou peu de temps après en tout cas. Et donc Eurydice descend aux enfers, il va charmer Cerbère avec sa lyre, il va charmer Perséphone et Hadès aussi avec sa lyre, qui auront pitié de lui et qui vont accepter, ce qui n'a jamais été accepté avant, à savoir de rendre, Eurydice, sa femme, à Orphée. Seulement, Hadès et Perséphone y mettent une condition, que le poète ne se retourne pas sur sa femme tout le temps qu'Eurydice sera en train de remonter des enfers à la lumière du jour. Or, bien entendu, vous le savez, alors selon les versions, Eurydice trébuche ou Eurydice appelle Orphée, on ne sait pas très bien. En tout cas, il se retourne et il perd sa femme une deuxième fois et là définitivement. Quand il remonte à la surface de la terre, il est pris dans une espèce de fête de bacchanale extraordinaire avec donc des femmes déchaînées, qui sont aussi, qui ont bu, hein, donc c'est ça le principe des bacchanales, c'est qu'on rend, hommage au dieu Bacchus, chez les Romains, Dionysos chez les Grecs en buvant. Donc bref, comme en plus elles sont jalouses du fait que Orphée, qui est beau, qui a tous les talents, n'a Dieu que pour Eurydice et même si elle est morte. Donc du coup, ces femmes, abominables vont, lacéré, bon, il y a des versions plus ou moins abominables aussi. En tout cas, il finit par être découpé et jeté dans un fleuve et la légende dit que sa lyre continue à chanter avec la voix d'Orphée, pendant que, la lyre descend le fleuve et comme c'est le fleuve qui mène aux enfers, il va rejoindre donc, sa bien-aimée. Voilà donc pour le mythe d'Orphée qui est immensément connu et donc là, vous voyez la poésie lyrique, elle va s'inspirer, elle prend ses racines dans le mythe d'Orphée, c'est-à-dire qu'elle aura l'amour, gai, hein, du début quand il aime sa femme et que cet amour est partagé, l'amour triste quand il a perdu sa femme, la mort, le temps qui passe, la folie, voilà et donc toutes ces dimensions, donc le chant bien sûr puisque c'est quand même une lyre, un instrument de musique, voilà, toutes ces dimensions vont pouvoir se retrouver dans, la poésie lyrique. Alors ensuite, on vous dit donc qu'est-ce qu'il y a de vraiment de très important à savoir ensuite sur ce lyrisme? Donc on vous dit qu'on travaille sur les mots, qu'on veut vraiment avoir une parole musicale. Donc on va beaucoup travailler aux assonances et aux allitérations, aux sonorités en général. Donc c'est une musique, poétique ou une poésie musicale vraiment. On met l'accent beaucoup sur les images. On reverra encore ensemble des figures de style, des nouvelles et puis des que vous avez déjà vues via le cahier d'exercice. Ensuite, je vous parle pas donc, du sonnet parce qu'on aura l'occasion de le détailler plus. Il y a, de multiples, sortes de poèmes différents qui peuvent être lyriques et en particulier donc ceux qu'on appelle les sonnets. Ensuite, on vous parle de, l'origine gréco-latine des chants, ça c'est vraiment pour insister sur le rapport entre lyrisme et musique. Alors après, comme dans le schéma où on vous dit que c'est vraiment une poésie qui passe tous les siècles, voilà, ensuite on vous spécifie, pendant le Moyen Âge, hein, chanson médiévale, donc on vous dit que, les codes sont un petit peu, différents, donc là on vous parle de musique et de danse par exemple et la poésie lyrique va prendre aussi la dimension d'idéal courtois, puisqu'on sait que c'est vraiment, la toile de fond du Moyen Âge, cet idéal courtois. Voilà, donc vous lirez ça si vous souhaitez. Durant la Renaissance, alors là, comme la Renaissance, aime citer l'Antiquité, donc là c'est parfait. On va avoir des poètes comme justement je vous citais, Joachim du Bellay et Pierre de Ronsard, qui vont pouvoir, parler d'Antiquité, là vous voyez, et d'amour en même temps dans leurs poèmes. Donc là c'est parfait, c'est exactement ce qu'ils aiment. Donc ils s'inspirent, vous voyez, d'un Italien, qui s'appelle Pétrarque, hein, qui est très connu. Donc le romantisme, comme vous le savez, le romantisme, c'est toujours, envoyer casser les codes, être dans l'exagération, dans le renouveau, donc on ne fera pas, exception. Le romantisme va donc venir casser certains codes de la poésie lyrique, en particulier
tous les codes de l'alexandrin, des choses vraiment très réglées, 12 pieds, pas un de plus, des rimes comme ci, comme ça, et cetera. Vous voyez là, on va pouvoir se libérer un petit peu de tout ça. On fait des vers qui n'ont pas forcément 12 pieds, parfois il y en a même qui seront impairs, hein, 9 pieds, 11 pieds ou parfois des vers libres, sans aucune notion de syllabe. On mélange du genre, donc on mélange du vocabulaire, voilà, ça va venir un petit peu bousculer tout ça. Il y a même des poèmes qu'on appelle poèmes en prose, c'est-à-dire qui n'ont pas de vers et pas de strophes. On reconnaîtra que c'est de la poésie, simplement, vous allez voir au choix des mots, vraiment. Ensuite donc, au milieu du 19e, voilà, donc là on va parler exactement de ce que je disais. On met l'accent sur la beauté et sur la forme. Hop. Et on va revenir enfin, non, à l'inverse de ce que je disais, pardon, on va revenir parfois à des poèmes très codifiés. Le chef de file de cela étant Théophile Gautier, qui veut absolument donc, revenir à des règles, plus strictes sur les poèmes. Donc vous voyez une espèce de va-et-vient. Et dans le même temps, on a un Verlaine, qui lui, déteste ces formes trop qui ressemblent trop à un carcan pour lui. Et puis au XXe siècle, comme souvent, hein, c'est le monde moderne, donc une libération, du lyrisme, une libération des formes poétiques. On fait un petit peu ce qu'on veut, y compris, vous voyez, poèmes en prose ici. Baudelaire en faisait déjà au 19e, hein, y compris donc des acrostiches, donc ce sont des poèmes un peu comme des jeux fléchés, y compris des calligrammes, ça c'est inventé par, Guillaume Apollinaire. Ce sont des poèmes en forme de dessin. Voilà, et puis ici, on vous fait aussi encore un petit encart, sur, les fonctions du poète lyrique. Voilà, donc nous avons été, jusqu'au bout, de ce que je voulais vous faire lire aujourd'hui. Pour demain, hop, excusez-moi, je tâtonne avec encore un nouveau logiciel. Donc je vous demande d'apprendre un petit peu tout ce que j'ai, dit là maintenant. Donc il faut que vous sachiez définir ce que c'est que le lyrisme. Je vous rappelle que vous avez aussi, des systèmes de mots-clés, hein, dans les pages que nous avons vues. Je vais vous mettre, voilà, par exemple ici, je vais vous mettre en bas de la vidéo les pages de votre manuel parce qu'il est vraiment très joliment illustré. On vous reparle du mythe d'Orphée. Vous avez de très jolies mosaïques, voilà, donc je vais vous mettre les pages à feuilleter. Si vous préférez apprendre dans votre manuel, vous allez trouver aussi des choses similaires à celles que nous avons dites. Donc voilà, ça vous fera un petit complément. Et puis, question à 2 centimes et question on se couchera moins bête. Donc question se couchera moins bête, je vais vous demander d'aller chercher l'étymologie du mot poésie. Parce que vous allez voir du coup, c'est intéressant. C'est du grec poiesis et donc voilà, vous allez trouver, quelque chose d'intéressant normalement. Et puis sur le, question à 2 centimes, eh bien, mettez-moi dans les commentaires le pire poème que vous avez détesté, que vous ayez eu à apprendre ou que vous ayez eu à étudier. Voilà, celui qui vous a paru, insipide, inodore, incolore ou alors totalement niais. Voilà, il y en a quand même un certain nombre qui traînent, que vous avez pu apprendre peut-être en classe primaire. De temps en temps, j'en entends quelques-uns, je me dis: «Waouh, ça c'est de la poésie». Bon, voilà donc essayons de trouver des petites choses, drôles ou en tout cas qui vous rappellent, de bons souvenirs. Voilà, allez, à très bientôt!